Is the haircut line here? I just need a little trim. Oh, shit. What's up? Bonjour et bienvenue dans cette OP Frisson, première OP Frisson de la saison 11 déjà, intitulée « Plus c'est con, plus c'est bon ». Make my day. Ah, the connard is back. Ah, je suis sûr que j'ai manqué à certains. Hold him down. Plus c'est con, plus c'est bon. Et c'est une interrogation légitime, vu la pléthore de blockbusters à 2 neurones qu'on se farcit depuis le début de l'année. Tout propre, tout clean, aucun risque, aucune envie, aucune idée, rien. Tout d'un coup, au milieu, t'as Pacific Rim, alors t'es content parce que tu te dis « Ah, il y a de la couleur ». Quand tu vois Pacific Rim, tu dis « Ah tiens, il y a un mec qui a pris un kiff à faire un film à Hollywood, c'est cool ». Yeah. Everything's changed. Des blockbusters débiles en surproduction qui saturent les salles et qui forcément se prennent parfois de grosses gamelles qui les étonnent. Come on, just hit me! Come on, do it! Hit me! Hit me! Après, c'est terrifiant quand tu vois un World War Z qui est le deuxième plus gros carton de l'été, alors que c'est probablement le film le moins bien écrit, le moins bien joué et le moins bien filmé de tous les blockbusters de l'été qui cartonne. Alors effectivement, tu auras toujours des mecs qui vont te dire « Ah ben regarde mec, et puis le mois de septembre arrive, et puis tu as GTA 5 qui sort. » Et là, tu as le patron de Rockstar qui arrive et qui fait « Bon, on pensait qu'on allait marcher, mais on vient de faire 1 milliard en 3 jours. » It's all legal and binding, and they're enjoying it. Et là, c'est quand même magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et ouais, mes braves, la logique d'un système qui explose les budgets en pensant que 50 VFX et 2 blagues de bof lobotomisées vont ratisser large, et qui, tel un marathon VRP, inonde les salles au mépris de toute logique marketing, finit forcément par entraîner un cataclysme industriel hautement symbolique. C'est forcé que si tu te dis « Ah ben attends, non, je peux pas dire un gros mot à l'antenne », ou alors non, bah, tu peux pas tuer un enfant dans un film parce que c'est pas bien, tu peux pas faire une scène montrer les nibards de l'actrice principale parce que sinon tu vas être interdit au moins de 17 ans, bah tu t'auto-fuck tout seul, hein. Si tu te disais, bah non, je vais foutre 200 millions de dollars dans un truc qui va être transgressif, tu serais peut-être étonné du résultat. C'est finalement Lucas et Spielberg qui ont peut-être raison, prophétisant en ce début d'année l'effondrement d'un système en phase actuelle d'autofuckage qui laissera inévitablement place à une nouvelle façon de consommer le cinéma. Mais là, tu as quand même le témoignage d'une des œuvres artistiques pour moi les plus transgressives que j'ai pu voir depuis 40 ans. Tu as cette preuve-là que on peut faire un truc qui coûte extrêmement cher à faire, mais qui, quand il est fait intelligemment et sans s'auto-censurer, sans se poser des limites qui ne veulent rien dire, qui sont basées sur des fantasmes plus que sur de la réalité, bah tu peux avoir aussi 1 milliard de dollars de recettes en 3 jours. Ça devrait, chez certains, chambouler leur façon de penser et s'ils avaient un minimum d'intelligence, se remettre en cause. We're getting paid, right? Du coup, plutôt que de conchier les insipides R.I.P.D., Wolverine, White House Down et autres Lone Ranger, nouvelles IP victimes de leur inconscience bling bling, je préfère revenir à du crétinoïde assumé, bourrin et revendiqué, qui devait cautionner cette culture occidentale de la performance racoleuse et du politiquement correct, mais qui au final réserve aussi leur lot de surprises. Comme quoi, faut jamais juger un film avant de l'avoir vu. C'est sûr, il y a Vin Diesel ou The Rock, ou Vin Diesel et The Rock dans le même film, mais j'ai pas fait exprès. Et j'ai pas fait exprès. Mais ouais, mais en fait, je dois avoir un inconscient qui me fait aller vers les homosexuels musclés, huilés de partout. Voilà, on interprétera ce qu'on voudrait interpréter de ma personne, mais on va alors. Bon, on en parlera après. Ça m'énerve. Ah ouais, ça m'énerve. Ça c'est vraiment le truc là. Ça, tu vois, ça. Ça, on n'en parle pas. Le mec qui a une alliance et qui vient de parler de ses penchants homosexuels. Voilà. Non, mais tout ça est très confus. But with cars, you have to customize. It's all between you and the car you build. It's a bond, it's a commitment. Sounds like a marriage. Yeah, but with cars, when you trade up, they don't take half your shit.
Comme d'habitude, nous allons donc commencer par un film faussement con qui correspond parfaitement à ce que je vais faire. Stop! Me! I'm hot! I'm big! Fuck! On attaque direct cette émission avec le film a priori le plus improbable de cette année. Une histoire vraie avec Mark Wahlberg et The Rock en tête d'affiche. Une histoire vraie réalisée par Michael Bay, déjà c'est ouf. Et pour couronner le tout, une histoire vraie réalisée par Michael Bay avec Mark Wahlberg et The Rock qui n'est pas un film d'action et qui a coûté moins de 20 millions de dollars. Autant dire que c'est absolument incroyable. Je parle bien sûr de Pain and Gain, comédie foutraque hautement jouissive comme on s'y attendait, mais qui est aussi beaucoup plus que ça. My name is Daniel Lugo, and I believe in fitness. S.J. Island prouvait déjà qu'il avait des velléités. Il avait des velléités, on n'en sentait pas capable. Là, ça fait 13 ans que le projet, il essaye de le monter. Je suis pas sûr qu'il soit autant impliqué qu'il s'implique autant viscéralement dans un Transformers que dans un film comme Pain and Gain. Et tout d'un coup, quand un projet est plus perso et te prend au trip, ben voilà, ça se traduit. Putain, il y a eu du travail, et le travail paye au final, quoi. So, what can I do you for? We're looking for merchandise to shock, incapacitate, and imprison our fellow man. Et ouais, à la simple évocation de son titre, de son histoire vraie hallucinante à base de bodybuilders décérébrés, de son casting de bovins shooté à la testostérone et de son réalisateur, on se disait que c'était sans doute une blague, mais qu'on allait s'en payer une tranche. I gotta get a pump. That's it. It's good. It hurts. I know it does. That's it. Get it. Or, au final, on se retrouve non seulement avec le meilleur film de Michael Bay, mais surtout avec un vrai bon film, fun, sans concession et intelligent. Oups, le mot est lâché. Et il suffit parfois d'aussi peu que Michael Bay et intelligence dans une même phrase pour subir une fatwa. Et pourtant, sous ces airs de délire vulgos, bourrin et putassier, Pain and Gain est de loin le film le moins vulgaire, le moins racoleur et le moins con de son auteur. Oh putain, le mot est lâché, Michael Bay un auteur. Quand on voit Pain and Gain qui convoque à tout bout de champ le cinéma des frères Cohen tout en conservant la beaufitude cette fois rageuse de son réalisateur, on n'est pas loin de le poncer. Hey, little buddy, you hungry? Que les fans de Bad Boys 2 se rassurent, il y a toujours des plans de pubard, des ralentis sur The Rock qui se relèvent, des zooms sur des foufounes broussailleuses, des fat bastards qui repeignent les chiottes et des nains de jardin. Mais pour la première fois chez Michael Bay, il y a une structure narrative cohérente avec une vraie évolution des personnages, une intrigue qui se déploie sans raccourci ni artifice et un point de vue de metteur en scène. Pour la première fois chez Michael Bay, il y a un découpage rationnel, lisible en permanence et des cadres qui font sens, même lorsqu'il réitère ses signatures perso, comme le travelling circulaire entre deux pièces. What the fuck do you want? Et puis il est drôle. C'est pas évident de faire... même si t'enlèves le côté histoire vraie, t'enlèves Michael Bay, c'est pas évident de faire une bonne comédie. Mais surtout, pour la première fois chez Michael Bay, il y a une utilisation de la mise en scène à des fins symboliques. C'est ces plans qu'il n'a jamais fait avant. C'est à des moments critiques, Mark Wahlberg dans la piscine avec ce plan où il a la tête comme ça et ça lui fait une toute petite tête sur un corps d'autant plus difforme. Il t'offre du symbole tout simplement. Mais du symbole par rapport à un propos qui est juste, cette vision d'un rêve américain complètement perverti. Et ça de la part de ce mec. Incroyable mise en perspective de son sujet par l'image, là où tous ses précédents films élevaient l'image au rang de mise en perspective de son ego. Et ça, c'est si hallucinant qu'on en vient à aimer le film plus que de raison et à laisser de côté ses excès foutraques, ses défauts de rythme et certains effets de style pachydermique. Dans Pain and Gain, Michael Bay utilise son cadre et chaque détail qui le compose pour produire du sens, de la lumière dans un coin au sous-texte cérébral, jusqu'aux lignes de fond qui structurent le plan pour mieux enfermer les personnages dans leur logique, en passant par le slogan d'un t-shirt ou tel élément de décor à des fins satiriques. Il te fait même des private jokes dans le film qui sont totalement en accord avec son sujet. Il te prend Mark Wahlberg, qui était quand même, les gens ont oublié, Marky Mark à une époque, et qui était quand même connu pour sa pub Calvin Klein. Là, t'as une scène du film où il enlève son truc, tu sais, pour s'habiller en ninja, là, je sais pas quoi, ils sont ridicules, là. Et il est comme ça, torse nu, avec le slip Calvin Klein. Ça passe en une demi-seconde, mais le truc, il y est. Et il y a des tonnes comme ça de petits clins d'œil, de petits symboles, mais
Ça pourrait être des trucs déconnectés, c'est complètement en accord avec le sujet. C'est tous ces éléments de vulgarité typiquement ricain qu'on avait souvent perçu comme sa beaufitude dans ses précédents films et qui tout d'un coup éclate comme étant, mais non les mecs, il a fait son Showgirls que personne n'avait capté à l'époque dans la tête de Verhoeven. Un film sur le pognon, sur la performance, sur le cul et le pouvoir mélangé, sur la violence. C'était exactement ça. Pour la première fois, Michael Bay se met à distance, comme il opte pour la comédie, afin de mettre à distance l'horreur de son sujet et d'offrir sa vision d'un rêve américain perverti, tel qu'il l'a sans doute fantasmé en voyant les films des frères Cohen. C'est sûr, son film n'aura jamais le génie de ses modèles, mais pour le chantre du consumérisme visuel, dont le sens inné du racolage a fait école, une telle mise en abîme de ce qu'il est mériterait un Oscar. Alors, Michael Bay, auteur intelligent, il suffit qu'il signe un deuxième film comme ça et je le revendique. Maintenant, j'attends intensément Transformers 4 avec Mark Wahlberg. Si là, ça devient une mise en perspective du film de SF, tout d'un coup, je me dis, génial. En plus, avec plein d'immeubles qui vont casser. Oui, c'est top. Voilà, Transformers 4 avec Mark Wahlberg. Inspiré de très loin par une histoire vraie. Don't know how many times I've been crossed off the list and left for dead. This ain't nothing new. Tu ressors déçu, tu te dis c'est tout petit, y a pas d'ambition. What is happening? Tout ce qui a initié ce projet ne devait avoir qu'un objectif, c'était une ambition créative, une ambition artistique. Time's up. On continue cette émission avec un petit film que j'attendais plus que tous les autres, sorte de singularité économique en décalage total avec la course au pognon qui gangrène les blockbusters de l'été, puisqu'il fut avant tout initié par un vrai désir de cinéma. Ça aurait dû être le petit film milieu budget de l'été, justement pas le blockbuster, le petit film de genre nerveux, couillu, transgressif, qui aurait dû en remontrer à tout le monde. Ça aurait dû être ça. Et ils l'ont chié. Je parle bien sûr de Rick de David Bowie, troisième volet d'une saga culte au destin vraiment zarbi, qui a connu le miracle puis la chute, avant de renaître de ses cendres contre toute attente, en promettant un retour aux sources salvateur. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de thunes, qu'on est limitandé et qu'on rêve de création libre, qu'on se prend pas de grosses gamelles comme une otarine bourrée à la bière. When we did the Chronicles of Riddick, we actually envisioned doing 3 movies. We had always promised to continue that franchise. Fans have said, please make this movie. Et oui, moi qui suis un gros fan de Pitch Black, comme des chroniques de Riddick, je ne pouvais m'empêcher de fantasmer sur ce troisième volet qui n'aurait jamais vu le jour sans la volonté farouche de Vin Diesel et de David Bowie. One down. 3 down. You get where I'm going with this. Un projet porté à bout de bras par amour, avec un budget 5 fois inférieur à celui du deuxième opus, qui laissait donc penser que les deux hommes ne couraient pas après le potentiel économique de la franchise, mais avaient une idée derrière la tête et quelque chose d'inédit à raconter. Et ce n'est pas le cas! Quelle bande de cons! Just go down. Ça, c'est le plus déprimant, en fait. C'est quand tu sais que t'as deux mecs intelligents qui se comportent comme des cons. Ça, c'est... Alors que, d'un côté, tu vois Michael Bay qui est un con qui se comporte de manière intelligente. Mais là tu te dis, ou allons. What happened to me? How'd I let him blindside me like that? L'intro du film file d'ailleurs le frisson, tant les dialogues de Riddick synthétisent la compréhension absolue du concept, le regret de s'être laissé bouffer par Hollywood sur le deuxième opus, et la promesse de revenir à ce qui faisait la force de Pitch Black. C'est vraiment les deux premiers plans du film. Tu vois Vin Diesel défoncé au sol sur une planète aride qui rampe. Et il dit, voilà, il dit ça me résume. Peut-être que j'ai été trop civilisé, comme dans le deuxième film. Il est temps de redevenir animal. Ok. Et deuxième idée top, c'est que tout d'un coup, il se fight contre un chien sur cette planète, un chien extraterrestre, mais il va devenir pote avec le chien. Et donc, pendant les 15 premières minutes, il va se balader avec ce chien. Là, moi, tout d'un coup, je voyais le truc, je me disais, putain, c'est Mad Max. Je dis, c'est Mad Max, c'est génial. Il a quitté le survival pour aller dans le space opéra, donc il va partir sur un truc, entre guillemets, post-apocalyptique, comme on a pu le voir à une époque dans le cinéma des années 80. Hélas, 3 fois hélas, ce qui suit est une longue déception, faite d'incompréhension, d'ennui et de colère. Car au bout de 15 minutes, Diesel et Bowie ne cherchent plus à réinventer Pitch Black, mais simplement à le singer comme un film d'exploitation à peine digne de sortir en direct ou DVD. C'était la connerie à ne pas faire, et ils l'ont faite.
Plutôt de se dire, alors on n'a pas beaucoup de thunes, on a malgré tout le potentiel Vin Diesel Riddick qui est intéressant, osons des trucs. Sauf qu'entre le premier opus et celui-ci, beaucoup de choses ont changé. Riddick n'est plus un second rôle et suscite de l'attachement. Vin Diesel est une méga star et ne peut plus jouer le tueur dans l'ombre qui disparaît la moitié du film. Et l'idée géniale de l'éclipse ne peut pas se satisfaire d'un palliatif tiré par les cheveux pour produire le même effet. Or, David Toei fait comme si tout ça n'existait pas. Il tente de reproduire le même schéma que Pitch Black, sans réaliser que par essence, et parce que le point de vue sur le personnage est radicalement modifié, ça ne peut plus marcher. En résulte une structure chaotique, une gestion par moments incompréhensible du personnage, des incohérences narratives qui ne servent qu'à justifier la pâle copie du premier film, le tout sans le rythme, la viscéralité ou la peinture mythologique de l'univers. Les monstres. Ah, on fait comme dans le premier, on va jouer sur l'ombre et la lumière, comment on fait arriver les monstres. Et en fait, c'est un des monstres que tu vois au début, qui est dans une flaque de boue, et sans que jamais ça soit expliqué, on te dit vaguement, regarde, il y a une tempête qui arrive. Et en fait, quand la tempête arrive, les créatures sortent. Et ce n'est pas parce qu'il y a un effet gore par-ci et une blague de cul par-là que Toei retrouve l'iconoclasme du premier film, dont la force tenait en partie à l'audace du choix des personnages. Final de partida, amigo. C'est même une incompréhension de ce que c'est être transgressif. Quand Verhoeven était le premier dans un blockbuster ricain à te montrer des vestiaires de flics avec des meufs qui se foutaient à poil devant les mecs, on focusait pas là-dessus. C'était pas mis en avant, c'était pas « regarde, je te fous la nana à poil ». C'était « je te traite mon sujet d'anticipation comme de la réalité ». Pour moi, c'est une scène, ça a sa place dans Evil Dead 2, quoi. C'est une blague, tu vois, c'est juste une blague pour la blague. Elle n'a aucun intérêt, cet effet gore n'a aucun intérêt, il ne sert à rien, c'est juste pour l'effet frime. Sorte de pantalonnade molle qui culmine par une scène qui montre le contraire total de la note d'intention annoncée au début. Riddick chute par manque de cohérence et d'idées. Attention, certaines scènes sont chouettes et se suffisent à elles-mêmes, mais on est loin de l'idée d'un projet initié à des fins créatives. Non, c'est une série B foutraque, sans grand intérêt, qu'on pourrait se mater en vidéo, une bière à la main. Pour n'importe quel film, ça m'aurait suffi, mais pour Riddick, ça fait chier. C'est quand même génial, c'est quand même la franchise improbable. Tu te dis comment tu peux continuer après un deuxième épisode où il n'y a même pas de poursuite en voiture, avec un troisième épisode à Tokyo avec un perso que personne ne connaît, et puis bam, là ça revient, ils reviennent tous le 4, qui est nul en plus. Et là t'as le miracle du 5 qui est pour le coup un méga blockbuster, méga fun, tu te dis elle est improbable. Et c'est pas fini en plus. Pour finir, on s'attelle à un des gros blockbusters à succès de cet été ou de juste avant l'été pour faire plaisir à Jérémy, qui évidemment ne pouvait pas susciter la même attente que Riddick, même si perso je suis méga fan et tous les gens qui matent cette émission le savent très bien. Je parle bien sûr de Fast and Furious 6, j'ai pas la jaquette, avec toute la clique de kéké à 2 QI fans de tuning et le grand retour annoncé à la fin du 5e épisode façon Marvel de Michelle Rodriguez. Letty. A-t-elle été ressuscitée? Non. A-t-elle une sœur jumelle? S'est-elle fait enlever par des extraterrestres fans de Travelo? N'importe quoi. Elle est juste amnésique. C'est ce qu'on appelle une top idée de scénar pour une bonne grosse bouse qui en propose plein d'autres comme ça. Let's go for a little ride. Bon, c'est vrai que j'avais pété un boulon sur Fast Five, mais pour le coup, le film était vraiment fun, les scènes d'action top et sa crétinerie tellement jouissive qu'elle faisait passer le dernier Will Ferrell pour une œuvre de Bergman. You got everything. Down to the beer and the barbecue. La vérité, c'est que Fast and Furious, ça marche toujours une fois sur deux, même si ça fait plusieurs opus que Justin Lin tient la barre. À Tokyo, il avait kiffé, sur le 4, il avait la colique, sur le 5, il devait prendre de la coque, eh ben le 6, c'est juste la grosse redescente, ce qui n'augure que du bon pour le 7e épisode,
avec Jason Statham. Mais bref, revenons à notre pot d'échappement qui tout saute sévère, puisque ce 6e chapitre, soyons francs, j'adore la série, mais bon, c'est quand même de la grosse bouse. La grande question, c'est avec la même team de bovins, le même réal et grosso modo le même niveau intellectuel que les remerciements d'un rappeur West Coast aux Grammy Awards, comment peut-on dire que Furious 6 est plus naze que Fast Five, lui-même vachement mieux que FF4, qui était bien plus pourri que Tokyo Drift? C'est très simple mais brave. 3 critères. Le niveau de conneries badass dans les dialogues, la mise en scène des poursuites en caisse, et surtout, le nombre de pépés en short moulant qui se dandinent sur de la techno de supermarché. Et ben sur Furious 6, ça frôle pas la moyenne sur les 3 tableaux. Niveau PP, on focalise sur Michel Rodriguez qui est amnésique, et déjà, ça c'est ridicule. Niveau poursuite en caisse, au final, il n'y a plus de caisse, puisqu'il se tape dans un hangar pérave avant de courser un tank tout mou et un avion cargo qui met 10 minutes à décoller. Autant dire que c'est pas vraiment fast et pas super top Furious. Et pour finir, la connerie badass a disparu, puisque The Rock devient mignon tout plein et doit à peine taper 2 mecs dans tout le film. Which one of these things is $1? It says something about... It's on the house. Le reste, c'est 80% de scènes insipides, à base de considérations familiales foireuses pour faux rebelles qui pouponnent. Ok, on est super cool dans notre maison à Los Angeles, on fait du tuning, on boit de la bière. C'est la famille, quoi, tu vois. Tu vois, c'est la famille, c'est le plus important, c'est la famille, quoi. Tu vois. Et y a que ça. He's right. We're family. Family? Family. 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 On sait que c'est la famille, vous nous le bassinez depuis 5 épisodes. Et quand t'as pas ça, t'as Tyrese qui fait des blagues. Better make sure you get her a big rock, man, because she don't look like she'll be that easily impressed. Now, and if it's not a big rock, it better be big somewhere else. You know what I'm talking about? That's why all your girlfriends wear so much bling, huh? Bon, comme c'est un Fast and Furious, il reste bien 2-3 moments plutôt drôles, dont justement les scènes où, inconsciente du réalisateur j'imagine, Tyrese se fait défoncer la gueule comme un blaireau, mais sur 2h10, c'est pas non plus la panacée. Et puis franchement, quand le meilleur moment du film reste la scène mystère dévoilée à la fin du générique, en l'occurrence Jason Statham en mode transporteur vénère, on se dit qu'il reste une marge de progression. Espérons juste que le 7e opus, avec Statham, mais aussi avec le retour du tétard de Tokyo Drift, fera partie des meilleurs de la saga. Moi, perso, j'y crois à donf, mais je pense que je suis le seul. Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Ouais, Opération Frisson, c'est terminé. J'avais fait une promesse horrible l'année dernière. J'avais dit que j'allais traiter un film français par émission. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais pas 2 heures de ma vie à perdre par mois pour aller voir des films français. Sur ce, rendez-vous le mois prochain comme d'hab. Je rappelle parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais je tombe sur ton émission, je sais jamais quand ça passe. » Ça passe le vendredi soir, c'est ça? Merde, je sais pas. Mais ils changent les horaires des fois. Bon, je sais pas. Écoutez, il passe à un moment donné dans la semaine. Merde, vous achetez un programme, vous regardez sur internet, c'est pas compliqué. Et on se dit rendez-vous le mois prochain. Je ne sais absolument pas ce que je vais traiter le mois prochain. Allez, au mois prochain, ciao. Je ne crois pas que c'est parce que tu as 3 scènes spectaculaires dans le jeu, 15 fusillades et en open world, ce que beaucoup d'autres jeux font, que tu fais $1 milliard en 3 jours. Je pense qu'il y a une attente sociétale là-dessus. Je pense que ce jeu traduit quelque chose de sociétal et de profondément fort sur le monde d'aujourd'hui. Et qu'il y a une vraie réflexion derrière, que beaucoup d'autres n'ont pas. Et que c'est cette réflexion qui paye. Parce que quand tu joues à le jeu, il n'est pas exempt de défauts, comme d'autres jeux, il y a des qualités, il y a des défauts. C'est pas ça. Il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est du sens.